Bienvenue pour ce nouvel épisode de TV Sian en direct du Salon de l'Industrie du Grand Sud avec des spécialistes de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, qui se définit comme une contribution volontaire des entreprises aux enjeux du développement durable, aussi bien dans leurs activités que dans leurs interactions avec leurs parties prenantes. Pour en parler, 3 consultants, 3 spécialistes, membres du club des offreurs de solutions portées par la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. Isabelle Gimic, consultante chez Perfeco, bonjour. Lucas Lassenior, consultant chez ESSP Solutions, bonjour. Bonjour. Et Benoît Cauvin, consultant chez Esprit RH. Bonjour. Alors, on le dit, s'engager dans une démarche RSE peut rendre plus favorables certains facteurs clés de développement de l'entreprise, le recrutement, l'accès à de nouveaux marchés, l'image de marque, l'innovation et même l'accès au financement, on en parlera. Quelles sont vos approches, chacun dans vos structures, de cette thématique et peut-être comment vous entendez RSE? C'est quoi la définition de RSE aujourd'hui? Isabelle Gimic, on commence avec vous. Avec plaisir. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, la RSE, c'est finalement l'application des principes du développement durable à l'entreprise. Et il y a 3 piliers fondamentaux dans la RSE qui sont le pilier économique, le pilier environnemental et le pilier social. Donc quand on travaille sur la RSE de l'entreprise, on travaille bien sur ces 3 piliers. Moi, mon approche, comme je viens du conseil pour les industries, pour le transport, vraiment sur les volets organisation, management, j'entre dans les entreprises par ce biais-là. Et en fait, en travaillant avec les entreprises sur leur organisation, sur leur flux, sur des critères de compétitivité, de performance, avec un regard et une grille RSE, en fait, petit à petit, je les amène à voir qu'on peut avoir des pratiques vertueuses en matière de RSE et que c'est un vrai levier de compétitivité et que ça ne doit surtout pas être vu comme une contrainte. Donc une entrée par l'organisation sur un secteur d'activité que vous connaissez particulièrement. Exactement. Et il m'arrive aussi de faire des entrées vraiment parce que j'ai des demandes sur de la RSE et on atterrit toujours sur des sujets propre à l'organisation, à la compétitivité. Donc, en fait, c'est pour dire que la RSE vraiment peut être mêlée à une démarche globale d'entreprise et n'est pas une démarche qu'on plaque dessus, exactement. Benoît Cauvin, le nom de votre structure, c'est Esprit RH. Absolument. Quelle est votre approche? Alors, nous, on s'occupe de la partie liée aux ressources humaines, la partie RH, et effectivement, elle est presque naturellement connectée à certains enjeux de la RSE, notamment sur la partie des relations et des conditions de travail. Donc, c'est une dimension qu'on travaille beaucoup. Ça renvoie à la performance du dialogue social, à la protection sociale, aux enjeux de sécurité et de santé au travail, au développement des compétences dans le cadre un peu plus général de ce qu'on appelle la GPEC. Et donc, ce sont des aspects qu'on accompagne naturellement. Ensuite, il y a de nouvelles opportunités qu'on a découvertes un peu plus récemment autour de la mobilité verte, autour du télétravail ou de nouveaux modes de collaboration qu'on accompagne aussi puisqu'ils sont appelés finalement des vœux des salariés. Donc, ce dont on se rend compte, c'est qu'au sein des structures, il y a à la fois des pratiques naturelles de RSE qui sont vertueuses et qu'il faut mettre en valeur, et puis des souhaits chez les salariés consistant à développer tout ça. Donc nous, on intervient plutôt au stade de la sensibilisation, de l'information, de l'audit des bonnes pratiques pour les valoriser, et ensuite de la formation et de l'accompagnement. Et donc une entrée par le volet social et par l'humain, le salarié de l'entreprise. Tout à fait. Et de votre côté, Lucas Lassenior, ESSP Solutions, qu'est-ce que ça veut dire ESSP? ESSP, c'est un terme anglophone, mais qui cherche à mettre en avant le fait de faciliter et accélérer la transition écologique des entreprises. Et pour ça, en fait, la démarche engagée dans un cadre de RSE, par exemple, qui va avoir une volonté, les entreprises viennent nous voir et nous disent bon, j'aimerais m'engager ou j'ai des contraintes de coûts sur l'énergie. Donc l'objectif, c'est de leur montrer qu'il n'y a pas une façon de faire de la RSE, il y a plein de moyens de rentrer à l'intérieur.
Notre rôle aussi, en tant que conseiller, c'est d'identifier quels sont les points d'entrée principaux prioritaires pour l'entreprise pour avancer. Et ça peut être, dans les accompagnements que l'on fait, ça va être par exemple mesurer l'empreinte carbone, définir une stratégie bas carbone sur le long terme. Ça va être respecter des obligations de reporting extra-financier comme la CSRD ou d'autres sujets comptables. Ça va être optimiser ses consommations énergétiques, ses consommations de déchets, de matières, ou éco-concevoir ses produits et services pour répondre à une demande du marché. Donc les leviers d'entrée sont très variés. Et l'aspect environnemental particulièrement mis en avant dans votre approche. Tout à fait, c'est notre cœur de métier. Alors, je vous propose de garder le micro. Quels sont finalement les leviers et à contrario, quels freins à réfléchir puis déployer une telle démarche au sein des entreprises aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de bien comprendre les contraintes qui sont imposées aux entreprises, à différentes strates, aux donneurs d'ordre, que ce soit des clients, des financeurs, qui vont avoir des besoins de ce fameux reporting extra-financier, d'avoir de la transparence sur leur chaîne de valeur, sur leurs impacts, sur leurs émissions, et de pouvoir également le reporter. Donc là-dessus, ça c'est une vraie prise de conscience que sa chaîne de valeur, donc ces donneurs d'ordre, vont soit demander les informations maintenant, mais vont les demander dans pas longtemps du tout. Et il vaut mieux se préparer à cela, en faire un atout différenciant sur le marché, plutôt que d'être dans la contrainte a posteriori, une fois que c'est mis en place, et d'être finalement, c'est plus du tout un atout, c'est purement, enfin, ça serait uniquement une contrainte. Une obligation. Et une contrainte. Quel levier vous avez identifié, vous, Isabelle Gimig, et quel frein également? Alors, je partage déjà complètement ce que dit Lucas, c'est-à-dire que les entreprises qui peuvent être amenées à rentrer dans la démarche parce que leur donneur d'ordre le demande, si elles le font que pour ça, il y aura une démarche RSE sans sens, c'est une démarche RSE cosmétique vouée à l'échec. Et c'est ça pour moi le plus grand frein. Donc le premier levier, c'est de savoir, de comprendre pourquoi on le fait. Et ça va de pair aussi avec toutes les actions qu'on peut mener sur la transformation des entreprises, de l'organisation. Il faut savoir où est-ce que l'entreprise veut aller, où est-ce que le dirigeant veut emmener son entreprise. Et c'est ce qui permet d'emmener les salariés dans la démarche. Donc, pour moi, le premier levier, c'est vraiment de savoir le sens, pourquoi on fait ça, et avoir conscience de tous les atouts que la démarche RSE peut apporter. Encore une fois, en termes de compétitivité, réduire la non-qualité, réduire les consommations matières, en termes de... Benoît va parler de bien-être au travail, de relations entre les salariés, mais parfois améliorer les relations entre les salariés et l'information, la transmission d'informations aux salariés permet de réduire des délais de fabrication et avoir vraiment une traduction très très concrète sur un compte de résultats. Une boucle vertueuse. Exactement. C'est Benoît Covin, quel levier du côté des RH et quel frein avez-vous eu l'occasion de comprendre et lever au sein des entreprises? Je dirais que le premier levier, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'existant en fait, puisque dans les politiques sociales et dans les politiques RH, il y a déjà énormément d'outils qui sont déployés et qui se raccrochent directement à de la RSE. On peut parler du bien-être au travail, des politiques de qualité de vie au travail, les systèmes de prévention de risques psychosociaux, de souffrance au travail, et ça compte dans la valorisation de l'effort de l'entreprise. Donc ça, c'est important. Le deuxième aspect, c'est l'envie des salariés, parce que on se retrouve avec finalement un vivier de bonnes idées qu'on peut mobiliser par des groupes d'innovation, par de l'appel à projet, par des groupes de travail qui vont se mobiliser sur ces sujets-là. Il y a autant de superbes projets que de salariés dans l'entreprise qui sont prêts à faire remonter des sujets, je vous le disais, sur la mobilité verte ou sur de nouvelles approches liées au travail à distance. Tout est envisageable. Donc ça, il faut savoir le mettre en place avec la bonne méthodologie, avec des groupes collaboratifs qui vont permettre d'avancer sur ces sujets-là. Mais au plan RH, les vrais leviers sont là. Ouais. Est-ce que l'impulsion de la direction est une condition obligatoire pour mettre en place ce type de démarche, ou est-ce que finalement les actions qui seraient entreprises et conduites par les salariés suffisent à porter cet enjeu? Comme dans toute organisation, ce qui est bien, c'est lorsqu'on a un leader de projet qui vient assumer la démarche et qui vient faire fédérer l'ensemble du collectif autour de ce projet-là. Donc je pars du principe que l'impulsion du dirigeant est quand même assez importante, pour ne pas dire fondamentale. Et ensuite, les autres parties prenantes de l'organisation peuvent prendre le relais. On a des organisations représentatives du personnel qui sont tout à fait aptes à prendre ces sujets-là, qui en ont l'envie, qu'on peut mobiliser sur ces sujets-là, en dehors des sujets plus classiques. Et encore une fois, on a des groupes de salariés qui sont prêts à prendre, vraiment le travail sur ces sujets. Ouais.
Et pour Lucas pour rebondir là-dessus, hein, c'est très juste que le dirigeant a un rôle essentiel dans cette démarche engagée. Néanmoins, ces initiatives-là, elles viennent des personnes sur le terrain. Elles viennent d'un chef de site qui voit ses tarifs énergétiques qui explosent, qui se doit de réagir face à ça, de mettre en place des actions. Elle voit par exemple aussi à des contraintes réglementaires liées à la gestion des déchets, par exemple, où ils vont devoir agir pour changer les choses. Donc en fait, ça peut partir de sujets qui sont des points focaux de la RSE, qui ne sont pas une vision d'ensemble, mais seulement une des thématiques. Mais c'est ça qui peut amener à le porter à la direction et finalement à en faire quelque chose de beaucoup plus systémique dans l'entreprise que juste des actions ponctuelles. C'est Isabelle Guimig, est-ce que ce type de démarche dans le contexte social et environnemental que nous vivons est finalement aujourd'hui indispensable? Je dirais oui et non. Oui, parce que c'est ma conviction profonde et qu'on ne peut pas se préoccuper de ces sujets-là, ne pas se préoccuper pardon, de ces sujets-là. Par contre, encore une fois, il faut le faire avec conviction. Et je pense que on peut mener des actions ponctuelles sur cette thématique de la RSE et être vertueux, mais si on veut rentrer dans une vraie démarche RSE, il faut le faire par conviction. Je reviens sur la notion de sens. Et oui, dans l'idéal, ce serait merveilleux que chaque entreprise se lance dans la démarche, mais pas pour faire comme les autres, parce que c'est un vrai outil aussi d'innovation, de créativité, de fédération des équipes, d'innovation avec son écosystème, avec ses clients, ses fournisseurs, aussi de gestion des risques, de sécurisation des risques. Enfin, voilà, voire au-delà de l'aspect reporting et contraintes imposées. Donc, si vous aviez un conseil à donner aux entreprises qui s'interrogent sur un tel engagement, quel serait-il et quelle doit être finalement leur première action? La première action, c'est peut-être aussi de faire un état des lieux de là où on est et de ne pas avoir peur de commencer très modeste. Mais je reviens toujours sur la question du sens parce que pour moi c'est primordial. Si on ne sait pas pourquoi on y va, donc pourquoi je veux rentrer dans la démarche et pas avoir peur de commencer petit et d'y aller progressivement et de se faire accompagner par des acteurs du club des offres de solutions, par exemple. La RSE. Lucas Oui, je suis bien d'accord, hein, ne pas avoir peur. Ce qui compte, c'est de commencer, c'est de mettre le pied à l'étrier. Ça peut passer avec des initiatives qui sont plus ou moins ambitieuses, avec une action, hein, que ce soit sur la dimension RH, dimension environnementale, dimension organisation, production durable. C'est entamer un sujet et ouvrir à cette thématique qui englobe le tout, qui est la RSE. Mais commencer à mettre le pied à l'étrier par quelque chose, voilà. C'est débuter. Et pour vous, Benoît Covin? Je dirais que ce qui est important, c'est de ne pas être effrayé par l'ampleur de la tâche. Parce qu'effectivement, si on prend le sujet dans sa globalité, il y a énormément de choses à faire. En partant, encore une fois, de ce qui peut être évalué comme base de travail, on peut se fixer une stratégie qui peut être relativement de moyen terme ou de long terme. Ce n'est pas le sujet. On est sur une démarche d'amélioration continue, finalement, où il faudra reprendre chacun de ces process, de ces piliers, pour les améliorer par des actions. Donc, encore une fois, on peut y aller par étapes. Le tout, c'est d'y aller et de progresser avec, effectivement, plutôt l'ensemble de l'entreprise. Dernière question, est-ce que les entreprises qui s'engagent en faveur de démarches RSE peuvent bénéficier de financements spécifiques et si oui, lesquels? Alors tout à fait, hein, il y a tout C'est Lucas Lasseigneur qui répond. Là-dessus, disons que c'est une question qui revient régulièrement, hein, mais alors on parle ici il y a plusieurs choses à financer dans une démarche de ce type-là. Il y a d'abord un accompagnement éventuel par des personnes comme nous, mais ensuite il y a tout ce qui découle derrière, et c'est là que il y a le gros enjeu sur financer des réorganisations dans une entreprise, financer du matériel, financer des bâtiments, financer des installations solaires. Enfin, il y a plein d'exemples divers, et là-dessus, les pouvoirs publics ont différents guichets sur lesquels on peut s'appuyer pour mettre en place ces choses-là. On a BPI France qui développe tout un panel de solutions d'accompagnement et de financement là-dessus, orienté vraiment sur la transition écologique et la RSE. Pardon. On a l'ADEME qui est là pour ça, c'est son rôle, hein, c'est l'Agence de l'énergie et de l'environnement, donc elle est là pour financer ces projets-là. On a aussi sur des dimensions de formation, de montée en compétences des équipes en interne, on a les OPCO, donc les organismes de formation comme OPCO2I dans l'industrie, hein, qui déploient tous des programmes de formation sur cette transition écologique. Et puis, on a également des choses beaucoup plus intimistes comme les C2E, on va avoir des programmes européens, France 2030.
Il y en a beaucoup. C'est pour ça nous, on a développé un outil EcoShift qui sert à piloter en 360 degrés la transition écologique. Et dedans, on a un outil qui permet d'identifier les subventions qui puissent être mis en place pour chaque type d'action. Mais c'est un vrai sujet. Il y a des plateformes comme lesaides.fr. Vous rentrez votre tirette de la boîte, vous voyez tous les financements publics qui sont disponibles. Donc l'information est là, mais il faut savoir où la chercher et face à quelles actions le mettre en place. Et ce sera de votre rôle d'accompagner les entreprises également sur cette partie financement. Merci beaucoup pour ce partage. Merci à vous. Et rendez-vous à 17h30 pour un nouvel épisode de TVCian où on parlera plateforme d'accélération en Occitanie. Merci.